Bienvenue sur Les Racontés, la chaîne qui vous propose un éclairage sur le monde à travers des voix que l'on n'entend généralement pas. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'un interprète en langue des signes. Comment une langue peut-elle exister sans oralité ? Pourquoi parler de langue artificielle serait une absurdité ? La poésie peut-elle exister sans son ? Ces apparents paradoxes sont en réalité une vision stigmatisante de la langue pour les personnes sourdes et malentendantes. Cet échange devrait nous aider à déconstruire nos préjugés langagiers. Bonne écoute. Je voulais savoir comment tu t'es retrouvé dans la LSF. Alors, moi je suis tombé dans la langue des signes française un peu par hasard et un peu pas. Euh, je- Quand j'étais au collège, la prof de français nous avait fait travailler sur l'autobiographie. Et du coup, un peu au hasard sur une liste qu'elle nous avait donnée, j'avais lu Le Cri de la mouette d'Emmanuel Laborie, qui est donc une œuvre autobiographique écrite par Emmanuel Laborie, qui est une comédienne sourde, qui a eu le Molière de la Révélation théâtrale en 93, si je dis pas de conneries. La date est à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Et, euh, et donc j'ai lu son autobiographie où elle parle de ça. Elle vient d'une famille d'entendants, donc de personnes qui ne sont pas sourdes, et elle-même est sourde, et elle découvre la langue des signes assez tardivement. Et dans cette lecture, j'ai trouvé plein de choses qui m'ont intéressé, notamment une vision du monde, des choses comme ça. Donc je me suis dit qu'un jour j'apprendrais cette langue. Le temps a passé, je ne l'ai jamais fait parce que j'habitais dans une petite ville, qu'il n'y avait pas de cours de langue des signes dans ma ville et que ça demandait des déplacements de plus d'une heure. Donc quand on est collégien, lycéen, c'est compliqué. Et j'ai racheté ce bouquin pendant l'année du bac. En achetant mes livres de philo, je suis tombé sur ce livre. Et donc je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas, et donc je l'ai racheté. Et pendant mon été, juste avant l'inscription à la fac, je l'ai relu et je me suis dit, ok, à la base je devais aller en psycho. Et je me suis dit, non, je vais pas aller là. Et je suis allé en sciences du langage, en linguistique. Il y avait une option langue des signes, donc j'ai été sur cette option. J'ai fait 2 ans de cours de langue des signes. Au bout de 3 mois de cours, je me suis dit, oui, les cours c'est sympa, mais il faut pratiquer la langue. Donc j'ai aussi été dans les cafés signes et les événements culturels sourds de ma région. Et au bout de 2 ans, il n'y avait plus de cours, donc là j'ai fait plus que fréquenter les sourds et passer mes premières 5 années d'études, au bout desquelles j'ai validé un premier master. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et j'ai décidé d'en faire mon métier. Mais t'as un master en quoi du coup ? Moi j'ai un premier master en linguistique de terrain, donc c'est linguistique descriptive et sociolinguistique. Donc c'est de la linguistique pure et dure où on travaille sur les langues, description de langue, morphosyntaxe, phonologie et sociolinguistique. Ok. Et ton premier contact avec un sourd, ça s'est passé comment du coup ? Alors moi la première fois que j'ai croisé une personne sourde, en fait c'était la sœur d'une amie. Donc je faisais de la danse à l'époque avec une amie et elle avait une sœur qui était malentendante, qui a eu une grosse perte d'audition à l'adolescence et du coup toute la famille s'est mise à la langue des signes. Voilà. Ok. Et du coup, comment on enseigne la langue des signes du coup ? Alors moi, en tant que personne entendante qui a appris la langue des signes assez tard, je ne suis pas forcément très bien placé pour parler de ça. Mais la langue des signes, ça reste une langue naturelle pour les personnes sourdes, parce que c'est une langue qui est visuelle. Après, bien évidemment, il y a une partie d'acquis, parce qu'on apprend une langue des signes, une langue en général en contexte, avec des personnes qui la parlent. Donc il y a un moment où il faut qu'il y ait des locuteurs qui soient en présence pour l'enseigner et pour la transmettre. Parce qu'il faut savoir que selon les derniers chiffres qui ont été parus, qui sont assez anciens, mais je pense qu'ils restent assez proches d'une certaine vérité, il y a 80 à 90% des personnes sourdes qui naissent dans des familles entendantes. Donc ça veut dire qu'il y a 10 à 20% de sourds qui ont des parents sourds, donc c'est une transmission naturelle comme pour toi et moi le français. Et il y a 80% des sourds pour qui c'est une langue première mais pas une langue familiale. Donc c'est pas la langue qui est parlée à la maison, mais ça reste une langue naturelle en fait. Et ça c'est souvent assez compliqué à faire comprendre aux gens. C'est que certes c'est pas sa langue maternelle, c'est-à-dire que c'est pas la langue qui lui a été enseignée dans le sein du cocon familial, et c'est pas une langue qui a été parlée tout au long de son enfance de manière régulière et dans tous les milieux de sa vie. Mais en fait c'est une langue qui est naturelle parce que la personne sourde elle n'a pas accès à l'oral.
et donc elle va directement passer en langue des signes. Donc, si je comprends bien, la langue des signes, du coup, enfin, la LSF, c'est pas une sorte de palliatif au français. Absolument pas, c'est une langue à part entière, avec une syntaxe, une grammaire, avec des néologismes, avec une histoire. Moi j'ai travaillé dans plusieurs régions en France et j'ai pratiqué la langue des signes dans plusieurs régions en France et à chaque fois on me dit ah non ici on dit pas ça comme ça, oh toi t'es pas d'ici, enfin voilà il y a aussi une histoire des signes, il y a des régionalismes, c'est une vraie langue à part entière avec laquelle on peut tout dire, qui n'a pas encore investi, en fait souvent on confond le fait de pouvoir tout dire et le fait d'avoir investi tous les domaines. C'est-à-dire qu'en français, on a l'impression qu'on peut tout dire et parler de tout parce que y a des gens qui ont tout fait à l'aide du français dans leur pratique. La langue des signes, il y a des domaines qu'elle n'a pas encore investis. Donc le vocabulaire pour parler de certaines choses ne s'est pas encore développé. Moi, dans mon métier, ça m'arrive d'aller, par exemple, traduire dans des domaines très techniques, très pointus, où on n'a pas encore en langue des signes le bon mot. Donc on passe par des périphrases où on va utiliser des codes. Voilà. Mais pour autant, on peut tout dire. J'ai posé une question un peu bizarre, mais il y a un humour sourd du coup. Ouais. Tu peux faire des blagues, tu peux faire de... Comme en français à l'oral, il y a des blagues. Ouais. Il y a des blagues qui vont jouer sur des jeux de mots, mais en langue des signes. Et puis voilà, il y a plein de types d'humour qui existent en fait, au même titre qu'en français, ouais. Et le fait que t'aies pas de problème de, on appelle ça de phonologie, on va dire, c'est seulement du geste. Bon, ça va être un peu compliqué à expliquer, j'imagine, mais il y a une grammaire, il y a une... Alors, la langue des signes, elle se décompose en plusieurs paramètres. C'est-à-dire que là où on n'a pas de phonologie en langue des signes, parce que la phonologie s'appuie sur du sonore, on a en revanche 8 paramètres qui vont jouer dans la composition de chaque signe. On a 4 paramètres qui vont s'appuyer sur le corps. Donc il y a la configuration de la main, l'orientation de la paume de main, c'est-à-dire est-ce que ma paume de main est vers le haut, vers le sol, vers moi, vers l'autre. On a la configuration, donc c'est la forme que prend ma main. Est-ce que ma main est complètement plate et les doigts collés, plate et les doigts ouverts? Est-ce que je fais le chiffre 3 avec ma main, par exemple? Ensuite, donc l'orientation, on va également avoir la position, donc où est située ma main. Est-ce que mon pouce touche mon front? Est-ce que mon pouce touche mon nez? Est-ce que mon pouce touche mon menton? Est-ce qu'il est au niveau de mon épaule? Est-ce que ma main est décalée de mon corps et n'est pas en contact avec lui? Et enfin, il va y avoir le mouvement. C'est-à-dire que par exemple, je vais pouvoir avoir pour le signe, c'est toujours compliqué à expliquer du coup juste à l'oral, Ouais. mais par exemple, si je fais avec le pouce comme bien et que je mets mon pouce devant moi et que je vais le coller à mon épaule, ça fait le signe hier. Voilà. Et donc là, le mouvement va compter parce qu'en fait, si je le fais en sens inverse en partant de la joue, ça fait deux mains. Et donc deux signes qui sont dans un emplacement très rapproché, en fonction du mouvement, on ne dit pas la même chose. Donc ça, c'est les 4 premiers paramètres. Et ensuite, il y a d'autres paramètres qui vont être l'orientation des épaules, qui vont être les expressions du visage, des choses comme ça, qui vont venir jouer sur d'autres niveaux. Et là, on va vraiment approfondir. Un même signe, si je souris pas, si je fais les gros yeux ou si je gonfle les joues, ne va pas avoir le même sens. Du coup, il y a une exagération des mimiques pour la langue des signes. Alors, tout dépend ce que tu appelles exagération. Tu me dis froncer les sourcils. Ouais. En fait, les mimiques prennent une valeur syntaxique. C'est ça la différence. C'est que là où nous, la mimique, c'est du co-verbal, c'est-à-dire que c'est de l'information complémentaire à la parole. En langue des signes, c'est un peu un équivalent de l'intonation, si tu veux, pour faire simple. Ok. Et du coup, c'est les mains qui font. Donc, du coup, tu signes avec tes mains, mais tu fais que pointer à l'épaule, au visage, mais finalement, c'est seulement les mains qui sont concernées. T'as pas besoin de faire de mouvements avec les épaules, de bouger le visage. Si, ça va apporter du sens. Exactement comme quand toi tu parles. D'accord. Quand toi tu parles, lever les épaules, ça va vouloir dire quelque chose. Moi, en langue des signes, ça va avoir du sens. En fait, en gros, la langue des signes, elle utilise tout le haut du corps, du nombril au sommet de la tête. Et quand je signe, je garde mes pieds au même emplacement. Mais donc tout le haut de mon corps va être porteur de sens. C'est-à-dire que si je décale mes épaules d'un côté ou de l'autre, ça peut être deux personnes différentes qui parlent. Mais c'est très compliqué à expliquer à l'oral, comme gymnastique, mais en fait, ouais, tout le haut du corps est utilisé.
Est-ce que donc du coup, bon, est-ce que tu peux signer en marchant, en te baladant avec quelqu'un ou il faut forcément être posé du coup? Non, on peut discuter en baladant avec quelqu'un, il faut juste faire attention à quand même regarder sa route Ouais. pour pas louper une marche ou se prendre un poteau. Expérience vécue. Il y a des jeux de mots, il y a des... Bien sûr. Des jeux de mots, des idiomatismes, il y a tout. Est-ce qu'il y a aussi des erreurs de grammaire que c'est ce qu'on peut Oui, faire de... des erreurs, des lapsus, c'est possible. Moi, Ouais. c'est un lapsus qui est très célèbre en langue des signes. C'est un signe qui se ressemble, il y a une très légère différence de mouvement. Et moi, ça m'est arrivé de traduire et de me tromper entre ces deux signes. Et au lieu de dire je serai absent la semaine prochaine parce que j'ai un rendez-vous, j'ai traduit je serai absent la semaine prochaine parce que j'ai un amant. Nice. Mhm. La personne en face de moi a beaucoup rigolé et voilà, je me suis excusé et tout s'est bien passé. Mais Il a compris, j'imagine. ça a quand même bien fait rire. Mais voilà, il y a quand même des lapsus, des choses comme ça, bien évidemment, mais il y a aussi tout le reste. Ben justement, je t'avais dit une pensée, je t'avais dit c'est dommage que la langue des signes ce soit pas partout la même, que ça pourrait être une langue que tout le monde pourrait parler, serait un moyen de communiquer, serait inclusif pour les sourds et en même temps pour pour Hmm. n'importe quelle personne. Voilà, donc tu m'avais fait un petit parallèle entre la langue artificielle et la langue naturelle. Ouais, en fait, le problème, c'est. Enfin, le problème. C'est une pensée qui est communément assez répandue et en fait, elle est problématique, cette pensée-là, parce que du coup, en pensant ça, ça donnerait à croire que la langue des signes est une langue artificielle créée de toutes pièces pour les sourds. Et c'est pas vrai. La langue des signes, c'est une langue naturelle pour les personnes sourdes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a deux sourds qui sont ensemble, ils vont utiliser une langue gestuelle qui va petit à petit se codifier. On a des exemples linguistiquement qui ont été étudiés de populations dans lesquelles il y a eu beaucoup de surdité et où du coup il y a une langue des signes qui est apparue et qui s'est développée très très vite. Et où il y a des évolutions au niveau de la pratique de la langue des signes dans le temps parce que au fur et à mesure des générations la langue va se complexifier. Il y a une transmission, mais en fait, à partir du moment où on est dans deux lieux différents, la langue, elle sera forcément différente. Mais du coup, ces exemples-là de langues qui vont évoluer très vite parce qu'il y a une grosse population de sourds qui apparaît, c'est des créations de langues ex nihilo. Mhm. Et du coup, c'est pas un artefact, c'est un besoin en fait de communiquer. L'être humain, il a besoin de communiquer et quand il peut pas passer par de la parole et par de l'audition, il va trouver un autre moyen. Du coup, le visuo-gestuel, donc les langues des signes, c'est le moyen le plus probable si on n'a pas l'audio phonatoire. Donc le fait de pouvoir l'audition et phonatoire, le fait de prononcer les mots, de les articuler. Et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, on passe sur un système visio-gestuel. Mais le système visio-gestuel, c'est pas une entité extérieure qui l'emmène. C'est vraiment un besoin de communiquer de base qui va apparaître et qui va se codifier petit à petit. Et dans cette codification, il va y avoir une évolution au niveau de la langue qui est... en fait, la langue va petit à petit se standardiser. Donc, on a du vocabulaire qui va s'unifier et être le même pour tout le monde parce qu'il y a des écoles qui apparaissent, parce que la communauté grandit et qu'il y a un besoin que ça devienne une norme. Mais à aucun moment, la langue des signes, c'est une entité extérieure qui débarque et qui dit maintenant, ça sera ça. Mhm. Et à la limite, l'exemple historique qu'on aurait, c'est aux États-Unis, la langue des signes, qui est en partie inspirée de la langue des signes française, parce que la première école pour personnes sourdes qui a été créée aux États-Unis a été créée par Gallaudet et Laurent Clerc. Et Laurent Clerc qui a été formé à la langue des signes en France dans l'école de Paris, l'école Saint-Jacques. Et donc, la première école aux États-Unis récupère en partie la langue des signes et le vocabulaire français. Mais en fait, maintenant, une personne qui a appris la langue des signes aura du mal à comprendre une personne qui parle langue des signes américaine. Mais comme en français, il y avait aussi des emprunts avec d'autres langues. Ou alors, au-delà de ça, moi je donnerais plutôt l'exemple du français qui, du fait des territoires coloniaux, du coup, a implanté et imposé sa langue dans d'autres pays. Dans les ex-colonies françaises, les territoires outre-marins, le Canada,
de nombreux pays d'Afrique qui en fait font partie de la francophonie, où on parle un français, qui n'est pas le français métropolitain, mais qui reste du français, et qui en fait en quelques dizaines, centaines d'années a vachement évolué. Il y a forcément une évolution, en fait c'est de la langue. La langue ça évolue, mais exactement comme si on regarde le français écrit, Ouais. il n'a plus grand chose à voir avec le français oral quelque part. Mhm. Oui, comme il y a des nouveaux objets qui apparaissent, il faut savoir créer des nouveaux mots pour des Ouais, nouveaux après ça concepts. c'est l'histoire de toute la langue. Ouais, ouais. Je voulais savoir, tu vois, en français, par exemple, on a des terminaisons pour parler au futur. Je mangerai, tu mangeras. En anglais, c'est beaucoup plus simple. Tu mets will et après, ça devient du futur. Bon, en gros. Euh, je voulais savoir, en langue des signes, la temporalité, comment est-ce qu'elle est exprimée? Est-ce que tu fais un signe, comme tu vas montrer, pour dire hier et après tu parles et on sait que c'est au passé? Ou c'est beaucoup plus complexe que ça? C'est plus complexe parce qu'il y a énormément de marqueurs qui vont jouer. Après, moi, je suis pas, j'ai une formation de linguistique, mais je suis pas linguiste de la langue des signes, Mhm. donc je suis pas forcément hyper bien placé pour expliquer tout ça. Mais non, non, il y a des vrais marqueurs grammatico-syntaxiques et morphologiques qui vont marquer des temps, Mhm. du temps et de la modalité. Mais quand même, il y a un défaut, je dirais, à la langue des signes, c'est qu'il faut ses mains, tout simplement. Oui, et en même temps non. Moi, j'ai déjà eu à traduire des personnes à qui il manquait des doigts. J'ai déjà eu à traduire des personnes amputées qui avaient une main et un moignon. Mhm. Alors oui, c'est un peu plus compliqué, mais en fait c'est juste un temps de rodage. C'est comme avec une personne qui aurait un très gros bégaiement ou un défaut d'articulation. Ok. En fait, la personne sourde, elle va trouver des moyens pour compenser. Et moi, j'ai puis pareil, hein, les personnes qui commencent à devenir âgées, qui du coup perdent de la mobilité au niveau de la main, bah oui, mais en fait, si je compare à mes grands-parents qui entendent plus grand-chose du fait de l'âge et Mhm. qui articulent de moins en moins bien, bah, c'est la même chose, quoi. Ouais. Donc vraiment, on insiste sur ce fait que la LSF, c'est une langue à part et qui a quelque part sa culture, si on peut dire ça Oui, comme là, ça. c'est même au-delà de ça. C'est qu'en fait, à partir du moment où les humains ils ont besoin de communiquer, ils trouvent des techniques, hein. Et quelqu'un qui a grandi et qui a toujours eu la langue des signes trouvera un moyen de communiquer. Est-ce que, je vais te poser une question étrange, mais le son, ça se signe? Alors, je suis pas du tout un spécialiste de ça, mais je t'invite à aller regarder les concerts en langue des signes, et notamment les concerts, c'est le hip-hop symphonique, je crois, à la Maison de la Radio à Radio France, qui est traduit par un collectif de chansigneurs qui traduisent les chansons et la musique en langue des signes. Mais le chant signé, qu'est-ce que c'est du coup? C'est de la chanson en langue des signes. Il y a deux types qui existent. Il y a soit le chant signe d'invention. Donc on a un rythme, un tempo, une vibration, quelque chose, et on va créer un texte en langue des signes dessus. Soit c'est un texte qui existe déjà et qu'on va traduire en langue des signes. Donc du coup, il y a quand même une notion de rythme Ouais, bien sûr. On qui est chansigne présente. pas la chanson française comme on chansigne du rap. C'est pas mon domaine. Et il y a des collectifs qui en parleraient bien mieux que moi. Il y a notamment Combini qui a interviewé des chansonneurs qui font le hip-hop symphonique. Du coup, tu me disais que il y a des gens sourds qui vont en concert. Oui, oui, je t'écoute. Voilà. Mais du coup, s'ils entendent pas, Alors encore une fois, là, c'est pas mon domaine, parce que je pense que sur ces questions-là, ça peut être mieux de demander directement à une personne sourde. ouais. Mais grosso modo, les solutions qui existent, c'est de passer soit par la vibration, donc un sol en parquet, qui va permettre de transmettre les vibrations et du coup les basses. Après, sinon, le chant signe avec des jeux de lumière, des choses comme ça passe aussi très bien. En fait, ça dépend vraiment de quel type de concert c'est. Mhm. Et sinon, il existe des genres de sacs à dos qui sont connectés et qui retransmettent juste la vibration. Voilà. Ok. Et est-ce que donc du coup, j'imagine que le chant signé, ça existe aussi en dehors Chant signe. le Chant signe. le chant signe. Donc j'imagine que le chant signe, ça existe aussi en dehors.
de concert. Ça peut être aussi du chant, tu me disais, c'est du chant signe inventé. Mm. C'est de la poésie, c'est... C'est oui et non, parce que la poésie, ça va vraiment être du texte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment juste du linguistique. Et t'as déjà assisté à du chant signe, Ouais, plusieurs fois. mais s'il n'y a pas de son, il n'y a pas de rime, tu vois, s'il n'y a pas de... Alors, du coup, il faut vraiment déconstruire la vision phonétique et phonatoire qu'on peut avoir de la langue Ouais. et imaginer autre chose. C'est-à-dire que les rimes, ça va être un emplacement du corps sur lequel on va revenir. Ça va être une forme de la main qui va revenir. Ça va être un mouvement qui va se répéter. Ça peut être plein de choses en fait, mais il faut vraiment arrêter de penser. Enfin, du coup, on change complètement de manière de voir les choses. Je voulais aussi te demander, il y a des registres de langue en LSF? Oui, bien évidemment qu'il y a des registres de langue. Par exemple, il y a de l'argot, il y a un parler des jeunes qui existe. Parce que comme toutes les langues, ça évolue. Et donc si on met une personne qui a parlé la langue des signes toute sa vie et qui a 90 ans, elle a nécessairement pas la même langue des signes que quelqu'un qui a 15 ans. Ouais. Et donc si on entend les registres de langue, notamment comme étant une évolution de la langue au fur et à mesure de l'âge, parce qu'il y a quand même beaucoup de ça, et une manière de parler en contexte, c'est-à-dire que moi par exemple quand je suis avec des potes sourds, je vais pouvoir parler avec une main. Quand je suis en situation de traduction, je parle avec les deux mains. Hmm. Comment ça, t'as besoin que d'une main et pas de deux? Comment tu peux faire ça? Avec juste avec l'argot du coup? Comme je te dirais, file une tasse, tu vois. Ok, Au lieu de dire, est-ce que tu pourrais s'il te plaît me passer, me ok. transmettre. C'est une économie gestuelle Ouais. qui crée l'argot. Oui, et puis en fait, c'est des codes. Et puis s'il y a une main, il y a des signes sur lesquels j'ai besoin des deux mains. Et en fait, je vais enlever une des deux mains et je vais le faire à moitié. Aussi pour communiquer avec tes amis sourds, je me demandais, tu textotes avec eux, mais du coup c'est un effort pour eux parce que c'est pas leur langue maternelle. Alors ça dépend des personnes sourdes. Il y a des Mhm. personnes avec qui je vais passer en vidéo, comme on s'enverrait des audios. Ouais, en live Euh, aussi. Ouais. voilà. Et puis ça dépend. Il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec le français. Donc je m'adapte aussi à ça. Je me rappelle, moi j'avais enfin, le premier contact que j'ai eu, c'est mal dit, mais le premier souvenir fort médiatique que j'ai eu sur la communauté sourde, c'est un film qui s'appelait La Famille Bélier. Je savais que tu allais avoir cette réaction, donc j'aimerais que tu me l'expliques. Alors pour info, la réaction c'est que je lève les yeux au ciel. L'explication elle est pas compliquée en fait, mais c'est peut-être très woke comme façon de défendre les choses. Oh, mais on adore. On a pris deux acteurs entendants qui parlent pas la langue des signes pour parler d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà. Il y a des acteurs sourds, du coup. Ouais, il y a notamment Emmanuel Laborie, dont je parlais tout à l'heure, Ouais. et il en existe plein d'autres. Je vais pas m'amuser à faire une liste. C'est vrai Mhm. qu'Emmanuel c'est la plus connue, mais en fait il y en a énormément. Et il y a des vrais talents, et notamment sur la comédie. Enfin, je veux dire, il y avait des gens à mettre qui auraient pu faire des merveilles. Après, ils ont mis des personnalités connues pour faire venir du monde. Hein. Ouais, c'est ce qui a été défendu. Après, au-delà de ça, là où c'était pas ok, c'est qu'il y a eu une manière de gérer la surdité, le monde de la surdité, qui était vraiment le. En fait, la surdité a été pris comme un objet de comique, alors qu'il y a Mhm. des gens pour qui l'accès à la langue, l'accès aux interprètes, à l'accessibilité, c'est un combat. Et moi, je trouve ça toujours un peu compliqué de rendre un objet rigolo quand il y a des gens pour qui c'est du militantisme. Je veux dire, il y a des gamins qui n'ont pas de langue à l'école parce qu'ils sont sourds et parce qu'on veut pas leur mettre des interprètes parce que ça coûte trop cher et qui font leur scolarité sans avoir d'interprète et en faisant le triple d'effort d'un gamin entendant. Parce Et qu'il on y se a- permet de faire des films pour en rigoler, quoi. Et ce manque-là, il est lié au fait que il n'y ait pas assez de structure pour les sourds, il n'y ait Que pas c'est une question qui désintéresse complètement les les politiciens. politiciens et le truc public, oui, oui. Ok. Par exemple, moi j'organise des conférences dans un lieu. Je veux pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap. Je vais faire une rampe d'accès pour les personnes en fauteuil. Je vais faire un guidage au sol et faire attention à ne pas avoir les bonnes luminosités pour accueillir les personnes malvoyantes et aveugles. Bon, ben voilà. C'est-à-dire que je mets un investissement une fois, je construis ma rampe, je fais mes réglages lumière, je suis bon. Mhm.
C'est-à-dire que j'ai une dépense à faire, souvent coordonnée avec une demande de subvention, et c'est plié. Je vais être accessible pour les personnes sourdes, ça veut dire qu'à chaque fois que j'organise un événement, je prends des interprètes. Donc ça veut dire que le coût, il est renouvelé en permanence. Et c'est ça la grosse différence avec tous les autres handicaps, et qui fait qu'en fait, la surdité est aussi mal gérée et aussi compliquée à intégrer, c'est qu'en fait la personne sourde, contrairement aux personnes entendantes, ou entendantes qui auraient un handicap, c'est pas un aménagement qui va faire que c'est accessible. C'est un investissement permanent en temps, en énergie, et c'est aussi un coût, parce que interprète en langue des signes, c'est un vrai métier qui demande une rémunération. Ben, en parlant rémunération, ça se passe comment du coup? Ça dépend pour qui tu interprètes, ça dépend dans quel milieu. Est-ce que c'est aussi bien payé que si tu étais interprète d'une langue, une langue orale? Alors, par rapport à une langue orale à grande diffusion, je pense à l'anglais, l'espagnol, des langues comme ça, où les interprètes vont travailler dans des situations de grandes conférences en cabine, à l'ONU, où on a des salaires qui sont quand même vachement moindres, on va pas se mentir. Après, comment ça marche, ça dépend du statut. On peut être salarié dans des assos ou dans des scopes, auquel cas c'est la structure qui facture et nous on est salarié à titre normal. On peut être en auto-entrepreneur, donc avec son statut, gérer ses clients et ses revenus. On peut prendre d'autres statuts aussi, ça dépend. Et après, en général, on facture, déjà si c'est un particulier ou un professionnel, on va pas facturer le même prix. Et puis en fonction de si c'est juste un petit rendez-vous d'une heure un peu tranquille, ou si c'est un très gros rendez-vous, une conférence avec des gens importants, filmés, clairement c'est pas le même prix. Donc j'imagine que tu travailles pour des associations. On travaille de partout. J'interviens aussi bien au tribunal que en maison de justice, que en hôpital, que à la CAF, que chez le banquier, Oui, mais ouais, en prison. interpréter dans des milieux différents, ça te force à avoir des champs lexicaux différents et aussi avoir une posture différente selon les informations que tu traduis. Qu'est-ce Donc, que tu entends par une posture? ben, par exemple, tu m'expliquais des fois que tu devais annoncer des mauvaises nouvelles à des familles par rapport. C'est pas ma posture à moi qui change, c'est celle du professionnel. Moi j'incarne le professionnel. Je suis vraiment là juste pour traduire. Alors bien évidemment que ça m'impacte que ce que je traduis, mais techniquement, si le professionnel il est froid, distant et qui dit bonjour, vous allez crever, je suis censé traduire ça. Et pour tous ces champs lexicaux là, devoir maîtriser, parce que tu m'as dit que tu devais faire un peu de judiciaire, des choses comme ça. Ouais, alors avant chaque prestation, nous on demande à avoir de la préparation. C'est pas pour embêter les clients, c'est vraiment parce qu'on en a besoin. Parce que dans la même journée, on peut aller traduire une formation hyper scientifique, ou en sciences sociales, traduire un rendez-vous à la CAF, et du coup, il faut qu'on connaisse le vocabulaire de tous ces lieux, ce qui n'est pas simple. Et donc, quand on intervient dans des lieux, dans des formations, dans des choses comme ça, on demande d'avoir les supports et les documents, les PowerPoint, les discours en amont. Alors le but, nous, c'est pas de savoir au mot près ce que dit la personne, c'est vraiment d'avoir une idée et de comprendre ce dont on va parler. Par exemple, dans une entreprise, on va présenter une nouvelle machine, un nouveau logiciel, un nouvel outil. Nous, ce qui va être important, c'est d'avoir des visuels de l'outil, de savoir à quoi il sert, comment il s'utilise. Pour une machine, c'est d'avoir le mode d'emploi, d'avoir une idée de à quoi elle sert et comment elle fonctionne. C'est vraiment ça l'idée, c'est de savoir de quoi on va parler et quel est l'objectif du discours. Qu'est-ce qui explique le fait que tu sois moins payé qu'un interprète qui est d'une langue orale selon toi? Il y a quand même une vision politiquement et socialement qui est surdité égale handicap. Handicap égale médico-social. Médico-social, il n'y a pas de moyen. Et ça touche combien environ un interprète en langue des signes par mois? Alors en début de carrière, ça varie un peu, ça varie aussi en fonction du statut. Mais grosso modo, on affleure le SMIC. Avec un bac plus 5. Ouais,
C'est pas de merde. Et c'est de la merde, ouais, c'est pas un métier qui est bien payé. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font le choix à un moment ou à un autre de travailler pour plusieurs employeurs parce qu'il y en a qui rémunèrent un peu mieux. Ouais. Là, moi, par exemple, je suis dans une boîte où on a eu quand même des augmentations de salaire et des augmentations de points. Je suis aux environs de 1005. Net, du coup. Ouais. Et de points, tu veux dire quoi par... C'est des systèmes de... C'est comme les fonctionnaires. D'accord, ok. Pour Ouais. des échelons, tout ça. On a eu un système de rajout de points. On a gagné pas mal de points du fait d'accords au niveau de la boîte. Mais grosso merdo, moi, quand j'ai commencé à bosser, la boîte où j'étais sur Paris, on était à 1003 net en début de carrière. En faisant combien d'heures semaine? Alors, ça, c'est aussi une des complexités du boulot, c'est qu'en fait, l'interprétation, ça fatigue. Ouais. Et donc, il y a une atteinte au niveau cognitif de l'interprétation. C'est-à-dire que quand on interprète, dans le même temps, on écoute ce qui est dit, on le comprend, on le mémorise, on le traduit dans sa tête, on traduit effectivement, donc avec les mains ou avec la voix. Et en même temps, on vérifie que la traduction est conforme à la phrase qui a été prononcée. Et donc tous ces efforts-là vont se passer en simultané parce qu'au moment où j'écoute une phrase, quand le discours il commence, j'écoute, je comprends le sens et je mémorise le sens, je pré-traduis, je traduis et je vérifie ma traduction. Mais au moment où je vérifie ma traduction, en fait, il y a déjà 2 phrases qui ont été prononcées de plus, que du coup j'ai écouté, mémorisé et commencé à traduire. Ok. Et donc en fait ça, c'est un effort mental qui est vraiment énorme. Pour les personnes qui auraient envie de voir un peu ce que ça fait, il y a un exercice assez simple qui est possible, c'est de mettre la radio et de répéter tout ce qui est dit avec la même intention, et juste de répéter en même temps ce qui est dit avec la même intention, et vous verrez qu'au bout de 3-4 minutes, si vous tenez 3-4 minutes, le cerveau y chauffe. Pour ces raisons-là, on ne travaille pas plus de 2 heures par demi-journée, tout seul. C'est-à-dire que si on est en binôme, on va faire des relais toutes les 15 minutes environ, et donc là on pourra travailler 4 heures par demi-journée. Donc au total, c'est 4 heures par jour, Ouais. environ. 4 heures de traduction effective par jour. D'accord. Mais ça, ouais, ça n'empêche pas d'être présent sur place. Ouais. Mais c'est ça, parce que quand mon collègue y traduit, moi je suis là, je vérifie que tout aille bien pour lui. Moi ça m'est déjà arrivé de prendre le relais de collègues parce que moment émotionnellement difficile dans la traduction, parce que voilà, ou juste de faire du soufflage. Le collègue qui n'a pas entendu un mot, on lui donne quoi. Mhm. En signe, du coup. Ouais. Ou à l'inverse à l'oral, hein. On Ouais. traduit toujours dans les deux sens et c'est important. Ah oui, ben forcément, tu peux faire du... Ah, tu dois faire aussi du sourd à l'entendant. Ouais, Ok, ouais, j'avais pas pensé à ça comme ça. ouais, on traduit de la langue des signes vers le français et du Ouais, français vers la langue des signes. évidemment. Mais tu parlais de fatigue psychique, mais il y a aussi la fatigue physique, j'imagine. On est une profession qui est fortement soumise au TMS, troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire qu'on a souvent des problèmes de tendons. On est une profession abonnée à l'ostéo et au kiné. Joie et bonheur. Et tu ressens déjà... Ça fait depuis combien de temps que tu signes? Alors moi je suis dans la langue des signes depuis une grosse dizaine d'années. Je travaille avec la langue des signes depuis 5 ans, mais je suis interprète diplômé depuis 2 ans et demi. Et est-ce que tu sens déjà les effets sur ton corps de signer autant? Ouais, moi je commence déjà à avoir au niveau d'une épaule des petites douleurs de temps en temps. Et j'avais jusqu'à il y a assez récemment de temps en temps comme des chocs électriques dans l'autre épaule. Ça s'est arrêté parce que j'ai remis en route une pratique sportive de renforcement musculaire et d'étirement. Je fais du yoga. Et, Mhm. euh, et ça fait vraiment énormément de bien. Mais c'est nécessaire, je pense, dans nos professions de faire ce genre de pratique sportive parce que ça entretient le corps et qu'on a une profession avec des mouvements très répétitifs. Donc il y a besoin de venir casser ça. Et je pense à, du coup, à on va appeler ça la pénibilité au travail. Tu vois, le fait de cette fatigue musculaire, est-ce qu'elle est prise en compte d'une manière ou d'une autre dans ton salaire, dans tes frais d'ostéo, tout ça? Alors, les boîtes d'interprètes savent que ça fait partie des contraintes et que moi, toutes les boîtes où j'ai été, on avait des remboursements d'ostéo au niveau de la mutuelle. Par contre, on n'a pas de prime de pénibilité ou quoi que ce soit parce que justement, le fait de travailler 2 heures effectives en traduction par jour
vient normalement éviter ces troubles musculo-squelettiques et cette fatigue-là. Moi, il faudra que je sois interprète jusqu'à 65 ans. Ouais, c'est... Parce que j'ai fait des longues études, donc Je quelle comprends. idée. Ouais. Est-ce que parfois ça t'arrive de devoir traduire des choses liées au contexte? Par exemple, une personne qui s'interrompt, tu signes du coup d'un point de vue extérieur à la Alors, langue. on a effectivement des éléments extra-linguistiques qu'on traduit. La personne qui s'interrompt, non. Parce que pour moi, c'est du linguistique. C'est-à-dire que moi, quand je traduis une personne, j'essaye au maximum de rendre. J'y arrive pas toujours, hein, on va pas se mentir, ça reste des choses qui sont assez compliquées à rendre. Mais par exemple, l'interruption en langue des signes, elle va être marquée. La personne qui va bégayer, ça va être visible en langue des signes. Mais à l'inverse, quand je traduis une personne sourde qui a un type de langage, j'essaie de le rendre. C'est pas toujours évident de trouver des équivalences, Mhm. mais j'essaye au maximum de réussir à redonner ce que moi je perçois. Après, ça passe par mon biais, mais voilà, j'essaye au maximum de rendre ça. Après, sur la personne sourde, pour qui je vais traduire, et d'un coup, il y a un téléphone qui sonne, une alarme, quelque chose, il y a deux choses qui se passent, c'est que déjà, elle va voir tous les regards qui vont se tourner vers la source du bruit. Mhm. Donc, en fait, elle sait qu'il y a un bruit. Et du coup, moi, ça va plus être de donner L'information. l'information et ou le contexte. Par exemple, si c'est un son que moi je connais, je pense aux alarmes qui vont avoir différents sons possibles. Ouais, incendie. Ouais. Si moi je sais ce que c'est, moi je pense que je vais pas traduire juste par alarme et donner la tonalité du son ou là il y a du son, là il y en a pas, là il y a du son, là il y en a pas. Je vais dire là c'est une alarme incendie. Au niveau artistique, est-ce que tu as des choses à rajouter peut-être? Non, mais il y a des pièces de théâtre, il y a du chant-signe, il y a plein de choses qui existent en langue des signes. Allez-y. Ouais. Mais même si on n'est pas... Oui, parce que en fait, les créations 100% LSF, c'est très rare. Souvent, c'est bilingue. Et en fait, c'est toujours bien d'aller s'ouvrir à d'autres choses. Mhm. Ouais. Et juste, je voulais revenir un peu sur... Il y a aussi des personnes qui sont capables de le lire sur les lèvres, mais ça va pas impliquer du tout ton... Alors, moi, il y a des personnes pour qui je traduis qui sont capables de lire sur les lèvres. Mais en fait, c'est un effort qui est terrible et il faut avoir en conscience que sur les lèvres, on arrive à récupérer environ 30% de l'information. Moi, je vous invite à trouver une vidéo de quelqu'un qui parle, qui se filme juste le visage, à couper le son et à essayer de voir ce que vous comprenez. Hmm. Spoiler alerte, Pas grand-chose. rien. Ouais. Rien ou des mots isolés, quoi. Et après, vous allez recomposer le contexte par devinette. Mais du coup, la vraie compréhension, elle n'est pas là. Donc il n'y a pas de technique vraiment spécifique qui permet d'avoir un message clair et distinct, quoi, évidemment. Avec juste de la lecture labiale, non. Ouais. Il y a des codes qui existent pour compléter le langage, notamment le langage parlé complété, où on va coder chaque syllabe à côté du visage, Wow. mais ça reste du code Mhm. et c'est pas présent toute la vie, tout le temps, partout. Parce que aussi c'est un double effort, parce qu'à la fois ils doivent reconnaître les phonèmes, Mm. les petites syllabes, etc. et se dire, bon, ben, ça correspond à tel mot qui n'est pas, qui n'est pas ma langue aussi. Avec le risque aussi que le mot ne soit pas connu. Ok. C'est-à-dire que nous, dans les langues étrangères, des fois, il y a des mots qui apparaissent, on ne sait pas ce que c'est, on les connaît pas. Là, c'est la même chose. Mhm. Ça t'arrive de textoter avec des personnes sourdes, Mm. du coup en français. Est-ce que tu sens un écart entre comment un entendant textoterait et comment un sourd Ouais. textote? Oui, bien sûr. Après, encore une fois, ça dépend des personnes sourdes. Il y a des personnes sourdes qui sont très à l'aise, et d'autres pas du tout. Avec l'écrit. Ça dépend de leur pratique, s'ils sont habitués à faire ça et aussi à... Ouais, Ok, tout à fait. ok. Et puis à ce différents degrés de surdité. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que le boulot d'interprète, moi je trouve que c'est un boulot qui est assez incroyable, notamment dans la diversité des choses qu'on peut rencontrer. Moi, dans la même semaine, je pense que c'est une de mes semaines les plus folles. J'ai traduit en visio, donc à distance, voilà, pour des personnes sourdes qui utilisaient le téléphone. J'ai traduit dans un lieu de fabrication d'accessoires de mode. J'ai traduit un mariage dans les quartiers chics. J'ai traduit en prison, Moins chic. moins chic. Et j'ai traduit une vivisection de rats. Vivisection? Ouais. Et une école, un truc pharmaceutique, t'as pas envie d'avoir les détails.
Voilà. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut faire tout ça dans la même semaine. Et on endosse un peu plein de rôles. Alors, on ne fait jamais le côté pratique. Moi, j'ai pas vivisectionné le rat. Mais on a quand même accès à des lieux assez incroyables. J'ai eu la chance d'aller dans des bureaux d'administration, et puis de croiser des gens un peu improbables. On traduit du politique. Mhm. Ouais, moi, j'ai traduit des personnalités politiques, j'ai traduit des discours pleins d'émotions, j'ai traduit des enterrements. Cette année, j'ai eu la chance, c'était assez incroyable de traduire un papa, traduire du coup la sage-femme qui donnait les conseils au papa qui donnait le premier bain à son enfant. C'est chou ça. Ouais, et il y a des moments comme ça où on est dans l'intimité et c'est hyper particulier parce que on est là mais on est personne et en même temps on vit un truc d'une émotion incroyable. Ah, t'es un peu, j'allais dire un acteur, mais pas vraiment en fait. T'es sur scène avec eux. Tout à fait. Si jamais des entendants qui nous écoutent voulaient se rapprocher de la communauté sourde, Mm. qu'est-ce que tu leur conseillerais? D'aller prendre des cours de langue des signes et de participer aux événements culturels. Je leur conseillerais aussi et surtout de checker leurs privilèges et leur place parce que il y a quand même souvent des entendants qui pensent qu'ils... Enfin souvent, moins maintenant je pense, mais il y a 10 ans c'était vrai, il y avait beaucoup d'entendants qui débarquaient dans la langue des signes en se disant je vais sauver les pauvres sourds. Les sourds ils n'ont pas besoin d'être sauvés, ils sont, euh, Indépendants? ils sont indépendants et en fait ils mènent les combats qu'ils ont à mener. C'est très bien comme ça quoi. Et en C'est fait, on peut les épauler, on peut être là avec eux, mais on n'est pas là pour faire les combats à leur place. Je pense par exemple au fait qu'il y a pas mal de gens qui apprennent un peu la langue des signes et qui vont interpréter dans des trucs. Non, faites pas ça. Faites pas ça parce que vous n'êtes pas formé, parce que ah, vous allez vous épuiser, des parce que, amateurs, ouais. ouais, des gens qui n'ont pas le niveau. Et puis surtout, faites pas ça parce que c'est pas votre place. Et qu'en fait, être interprète, c'est un métier, ça vient avec une déontologie, ça vient avec un apprentissage réel. Et du coup, pas prendre la place du sourd, pas prendre la place de l'interprète, mais juste être dans une place d'allié et suivre le combat et Le suivre soutien. le soutien, quoi. Ouais. Mais en rendant visibles les manques et en les pointant du doigt. Ouais. Surtout que ça prend des postes là où il y en a peut-être pas. Je sais pas s'il y a un problème de crise de Mais l'emploi dans le non, milieu. Non. il y a du boulot en langue des signes. Enfin, en tant qu'interprète, il y a du boulot. Après, il faut avoir le diplôme. Et c'est pas un poste attractif non plus vu le salaire, j'imagine. On a quand même des gens tous les ans qui font la formation. Ça D'accord. continue, ça arrive, parce que c'est un boulot qui reste quand même très intéressant malgré tout. Et est-ce qu'il y a des noms d'associations si jamais on veut se rapprocher pour apprendre la langue des signes Ça dépend de où vous êtes. Globalement, je vous dirais d'éviter tout ce qui est apprentissage purement par Internet, notamment les formations financées au CPF. Mhm. Et si vous devez apprendre la langue des signes, allez apprendre la langue des signes avec un formateur sourd. Mais comment le... Ah, je réfléchis à ça parce que nous aussi, en tant que prof de langue, on a parfois ce souci d'avoir des élèves qui parlent pas français et on doit leur apprendre la langue cible qui est l'anglais sans avoir du coup cette liaison-là. Donc comment hein, une personne sourde peut apprendre un entendant sans ce lien-là de base? Prenez des cours de langue des signes et vous comprendrez. Nice. Je suis pas formateur, c'est pas mon taf. Non, mais j'aime bien ce petit voile de mystère. Et puis je pense qu'il faut y aller à un moment. Si ça vous intéresse, allez prendre des cours avec une personne sourde et vous verrez bien comment ça va fonctionner. Bougez-vous, allez-y, à l'attaque. Toi le premier. Ouais. Non, si je dois rajouter un truc par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, moi je parle, mais je parle d'une place de personne qui n'est pas sourde. Je travaille avec des personnes sourdes dans mon quotidien et moi j'ai la chance aussi de travailler dans une structure où on a des formatrices, donc des profs de langue des signes, qu'on croise très régulièrement. On a des personnes qui travaillent du coup plutôt sur le côté social, accompagnement des personnes sourdes, accompagnement à la compréhension de documents administratifs et tout ça, et que ça c'est précieux quoi. Et ouais, j'ai pas un salaire mirobolant, mais j'ai une qualité de travail, une qualité d'équipe qui est assez incroyable. Je pense que c'est lié au milieu associatif en général. Non, je connais des gens qui travaillent dans le milieu associatif, qui sont salariés de l'associatif et qui n'ont pas cette qualité-là. C'est vraiment lié à l'histoire de la structure, aux gens qui sont dans la structure et à une volonté commune des gens de la structure de conserver ça, quoi. C'est pas un truc qui sort de nulle part. Hmm. C'est pas lucratif, tu veux dire? Mais c'est pas lucratif et parce qu'on est associatif, donc de toute Mhm. façon on n'est pas lucratif. Oh, des fois, ça triche un petit peu, je pense. Mais Oui, mais là non.
Et ok, on fait ce boulot parce qu'il y a un moment où il y a besoin de payer un loyer et d'avoir à manger. Mais en fait, on fait pas ce boulot n'importe comment. On fait pas ce boulot dans n'importe quelle condition. Et on fait pas ce boulot dans n'importe quelle optique non plus. Voilà. On Ben, travaille pour les personnes sourdes, avec les personnes sourdes. Et je pense que c'est important. merci beaucoup. De rien. Et bah écoute, un petit message, un truc, non? J'allais vous former à la langue des signes. Intéressez-vous aussi à ça. Et n'oubliez pas d'être inclusif. Tu peux me signer au revoir, juste pour moi? J'espère que ça veut vraiment dire au revoir, sinon je vais très mal le Non, ça prendre. veut dire Note supplémentaire. L'invité tenait à préciser que ce sont surtout les femmes qui sont à l'honneur dans sa profession. Ainsi, même s'il évoque un collègue, les femmes restent concernées. Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à vous abonner. Intervieweur Louis Seferian, au montage et au son Pierre Garcia, et le logo a été réalisé par Noémie Tableau.